Salut, c'est Greg, et merci de me rejoindre pour cette pause café du lundi. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Alors notamment, on va parler de Biosphère 2, parce que le MOOC, qui est consacré, qui a été lancé par l'Université d'Arizona, démarre aujourd'hui, donc j'ai pu commencer à voir le plan, et puis il y a les premières vidéos, je vais t'en parler après. On va parler aussi d'IBM Watson et de Unity, parce qu'il y a eu un effet d'annonce récemment sur un partenariat entre IBM et Unity par rapport à l'intelligence artificielle. On va voir aussi ce que ça peut apporter pour les jeux. Et puis je vais te parler de choses que j'ai reçues par la poste. Je complète mon équipement pour le drone. Et enfin, je répondrai à une question qui m'a été posée plusieurs fois depuis ma vidéo d'avant-hier, je crois, concernant les mini-formations que je vais faire bientôt. Alors on va démarrer avec Biosphère 2. Donc, je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, Biosphère 2, c'est un projet qui existe encore, mais sous une autre forme, dans le désert d'Arizona. Expérience de créer, je veux dire, en milieu clos, de recréer 7 écosystèmes pris au niveau de la Terre, c'est-à-dire on a une forêt équatoriale, on a un désert, on a un océan, enfin, en miniature, voilà, on a en tout 7 écosystèmes, et l'idée c'est d'étudier comment ils interagissent entre eux, comment fonctionne le cycle du carbone, savoir si une équipe l'expérience est faite avec 8 personnes, peuvent survivre pendant un certain nombre d'années enfermés dans ce milieu clos. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange même d'oxygène avec l'extérieur. Dans le projet d'origine, il y avait quand même l'alimentation externe avec une centrale électrique. Mais voilà, l'idée c'est de savoir deux choses principales. C'est comment fonctionne la Terre au niveau de son cycle carbone, au niveau de comment tout ça interagit. Et puis le deuxième, c'est comment coloniser une autre planète. Alors je vais te montrer quelques images issues de la vidéo. Ah voilà, moi c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, que j'ai été visiter il y a presque une dizaine d'années, que j'avais suivi de façon, avec des yeux comme ça, quand j'avais vu un reportage je crois que c'était en 94 il me semble, il était passé à France 2. Alors très intéressant pour ces deux raisons, parce que effectivement aujourd'hui on a un CO2 dans l'atmosphère qui augmente fortement. On le soupçonne d'être à l'origine du réchauffement climatique. Et puis on se pose des questions, savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va pas poser d'énormes problèmes au niveau de la planète. Donc voilà, cette expérience apporte quelques réponses, notamment à un moment donné dans le système il y avait eu une augmentation forte du CO2, et ça c'était dû à la libération par le béton de CO2 qu'il avait le béton qui forme la structure de Biosphère 2. Donc la libération de ce CO2 s'est faite à un moment donné. Pourquoi, comment, et aussi quels ont été les impacts, tout ça, ça fait partie de cette expérience. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est si on veut coloniser notre planète, on sera obligé d'utiliser des dômes, et puis l'être humain, il est plutôt habitué à avoir de la végétation, il est plutôt habitué à plutôt cultiver de façon pas seulement hydroponique, mais voilà, vouloir recréer quelque chose de proche de la planète.
Et ça, voilà, donc comment le recréer dans quelque chose qui est, je dirais, limité en taille. Donc MOOC très intéressant. Alors c'était créé en 9 modules. Le premier, ça va pas, bon, c'est une présentation générale du site et de l'expérience d'origine, qui a été reprise par la suite par l'Université d'Arizona. Ensuite, un deuxième module sur le climat, un troisième sur l'eau, ensuite sur le milieu du désert, la forêt tropicale, la science du sol. Avant-dernier module, c'est sur la production de nourriture, sachant que dans l'expérience de départ, il y avait une zone d'agriculture intensive, sur laquelle ils produisaient une bonne partie de la nourriture pour les bionautes. Alors après, il y avait aussi dans les écosystèmes, il y avait les bananiers, il y avait d'autres endroits où ils pouvaient obtenir la nourriture, mais principalement, c'était dans la ZAD, la ZAT, pardon, zone, ou la ZAI plutôt, zone d'agriculture intensive, que c'était produit. Et puis le dernier, très intéressant quand même, c'est la colonisation spatiale. Voilà, donc tout début cette semaine, n'oubliez pas que c'est un MOOC qui est gratuit, et donc peut-être encore accessible. Et si vous réussissez l'examen, eh bien on a le droit à ce moment-là à 1 an, je crois, de pass gratuit pour l'expérience. Voilà, donc c'est quand même vraiment, vraiment très sympa. Alors concernant maintenant Watson et Unity, alors j'ai vu un article sur 3DVF, je crois, qui annonçait qu'il y avait un partenariat qui s'était créé entre Watson et Unity. Alors quand on regarde juste le texte, on sait que dans l'asset store de Unity, on peut accéder gratuitement au SDK. Alors ça m'a un peu surpris parce que... alors pas parce que Unity et l'IA ça fait pas bon ménage, non, pas du tout. Je suis pas anti-Unity. C'est uniquement parce que le SDK d'Unity, moi j'avais déjà vu ça il y a 1 an. Quand j'avais quand je fait ma review un peu d'Unity, d'ailleurs j'avais fait une page sur le blog qui en parle. Voilà, donc le SDK existait déjà. Maintenant, il n'était pas dans l'asset store. Alors en quoi ce partenariat va être établi? Je ne sais pas. En tout cas, sur le blog d'Unity 3D, on retrouve un peu plus d'éléments. Notamment, on a l'impression que ce partenariat est vraiment orienté pour la formation des personnes en environnement virtuel et en utilisant la réalité augmentée. On sait qu'Unity avec Vuforia a aussi un bon partenariat. Il y a des démarches qui se font en ce sens. On n'a pas forcément tout le contenu, mais ça peut être effectivement intéressant si les deux sociétés collaborent pour faire évoluer ensemble les produits. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait dans le SDK? Vous avez tout ce qui est analyse. Alors Watson c'était particulièrement, enfin moi en tout cas, je le connaissais surtout sous la forme analyse, NTLK, analyse du langage en gros. C'est-à-dire analyse et compréhension du langage. Alors ça va aussi à la traduction de texte dans différentes langues, la synthèse de langage, la reconnaissance textuelle, jusqu'à la compréhension même du contenu. Sachant qu'il y a un module qui avait fait sensation, c'était le module, je crois qu'ils appellent ça empathie, qui permet il faut un texte suffisamment grand, écrit par une personne, de déterminer des caractéristiques est-ce que c'est une personne qui a été nerveuse dans son texte, est-ce qu'elle a un caractère violent, voilà, il y a, je sais plus, une trentaine de facteurs, et puis on a un pourcentage de violence, pourcentage de ceci, cela. Je me rappelle, c'est qu'on avait analysé un texte de Mein Kampf pour voir, et puis ça disait que Hitler avait un comportement qui n'était pas du tout violent, ou je sais plus. En tout cas, ça paraissait très très bien après analyse. Donc voilà, c'est pas forcément, surtout quand il y a de la traduction, parce que Mein Kampf c'était plutôt écrit en allemand, ça a été analysé en anglais, peut-être que c'est pas non plus top dans ce sens. Donc voilà, on a tout ce côté analyse textuelle qui est intéressant, mais il faut pas oublier que Watson, c'est comme tous les autres clouds d'IA, il y a aussi l'analyse de la vision, c'est-à-dire reconnaissance des objets, tout un tas de classificateurs. Ce qui est intéressant, c'est que appliqué au jeu, ça donne quoi? Alors, niveau analyse par exemple de
photos d'images en réalité augmentée, c'est intéressant de savoir que on est en train de pointer une tasse de thé, on est en train de pointer, je sais pas moi, une caméra, des personnes sur YouTube qui nous regardent. Non, ça marchera pas. Enfin, vous avez compris, en AR c'est intéressant. Alors en VR, je sais pas, parce qu'en VR on maîtrise l'objet qu'on affiche, donc on n'a pas forcément besoin de le reconnaître. Alors bon, mais il peut y avoir différentes applications auxquelles moi j'ai pas forcément pensé. Le chatbot, très intéressant aussi, bon, outre le côté commercial et autres, c'est vous faites un jeu de rôle, vous avez des différents personnages, comment ils peuvent interagir, c'est pas mal parce qu'on peut voir, leur donner une sorte de caractère, et puis avoir des réponses différentes en fonction de l'historique de la conversation qu'on peut avoir avec. Ça peut être aussi en fonction de toutes les entrées de l'utilisateur. Alors les entrées, ça peut être les entrées vocales, hein. On peut dire par exemple prends tel objet, plutôt que de le saisir, ou plutôt que d'avoir des boutons pour l'utiliser, surtout quand on est en réalité virtuelle. Le vocal est d'autant plus important. Et bien, donc tout ça, ça peut être aussi après analysé avec le moteur d'empathie, et puis faire réagir les personnages, si on était un petit peu trop violent, un petit peu trop agressif ou autre, et bien les faire réagir différemment. Vous voyez, il y a vraiment des applications qui peuvent être très intéressantes dans le domaine des jeux vidéo. Et ça va bien au-delà. Je vous avais montré des vidéos dans lesquelles optimiser la marche d'un personnage sur un environnement qui va être, on va dire, avec des gros cailloux, des rochers ou autre, hein, un environnement, j'ai pas le mot en tête, mais non homogène en gros. Comment optimiser justement ce système de marche en utilisant le deep learning. Bon, Watson peut le permettre. Alors, vous focalisez pas sur Unity forcément. Le SDK pour utiliser Watson avec Unreal par exemple existe aussi. Et après, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser non plus sur Watson, parce qu'il y a d'autres, on a déjà parlé de TensorFlow, on a déjà parlé de Café, il y a plein d'autres frameworks d'IA ou de plateformes cloud d'IA qui permettent d'offrir ce type de service. Tout le monde offre plus ou moins les mêmes services. Alors moi, Watson, je trouve qu'il est très très bien justement pour la compréhension du langage naturel. TensorFlow, plus pour son côté un peu générique, pour le côté vision, où il est très fort. J'ai pas d'analyse comparative, hein, mais il me semble quand même que voilà, Watson est plus orienté langage naturel, et donc chatbot, oui, probablement également. Celui de Microsoft est pas mal non plus. Voilà, donc il faut tester un petit peu tout pour se donner une idée. Alors Watson, hein, comme d'autres clouds, il faut passer par le cloud d'IBM. Il y a un certain nombre de requêtes qui sont gratuites. Si on prend par exemple le Cloud Vision, donc reconnaissance d'objets, je sais plus, on a le droit à 7000 et quelques, 7500 requêtes dans le mois, ça doit faire ou alors limité à 250 requêtes par jour, en modèle free, et après, au-delà, on paye entre, je sais plus, ça va quand même jusqu'à 10 centimes hein, quand on fait de l'entraînement. 10 centimes par objet, il me semble. Bon, ça peut monter, mais en même temps, ça a une capacité de calcul, ça offre des services qu'on n'a pas avec nos machines. Et puis donc, même si au niveau personnel on n'a pas forcément d'utilité, des développeurs de jeux, des grosses sociétés peuvent peuvent utiliser ces services justement pour améliorer leur jeu. Alors dans ce que j'ai reçu par la poste dernièrement, d'abord, je l'ai séparé, j'aurais dû vous en parler au moment de Biosphère 2. Voilà, donc le tout dernier livre qui parle de Biosphère 2. Donc on voit, il y a quelques photos couleur dedans, mais le principal, je dirais, ça reste du texte. Hein. C'est un bouquin qui est en anglais, mais je crois qu'il n'existe aucun livre qui parle de Biosphère 2 en français. En tout cas pas en thème principal. Donc écrit par un des premiers bionautes de la première expérience, donc un des constructeurs de Biosphère 2. Donc très intéressant, je ne sais pas, je vous dis très intéressant parce que le sujet me plaît. Celui-ci je l'ai pas encore lu, il date de 2018. J'avais lu tous les autres, je pense que Life Under Glass, tous les qui ont été aussi écrits par des bionautes pour certains. Voilà, il me semble que je les ai presque tous lus, donc ça fera un énième. Je vous dirai si j'ai appris des choses en plus. Et autre petite chose, c'est que j'ai enfin reçu ma petite mallette. Alors regardez, qu'est-ce qui est marqué dessus? Spark. Alors c'est
c'est assez sympa, je veux dire, la matière, je saurais pas trop dire, ça fait un peu caoutchouteux. Bon, c'est solide quand même. Et ça a vraiment été conçu pour le Spark. Donc, alors, vous voyez ici, on est obligé d'enlever les hélices hein, quand même. Ici, j'ai le drone. Les hélices, je les ai mises là, j'ai pas vu d'autre endroit. Là, j'ai pu mettre la télécommande. Là, je mets le chargeur. On peut rajouter quelques câbles ici. Et puis, on a deux emplacements pour mettre des batteries de secours. Voilà, principalement, en tout cas, ça permet de ne pas l'allumer durant le transport. Ah, donc c'est plus, en tout cas, moins de 20 €, je l'ai payé. Alors, autre petit point, donc j'en ai discuté pas mal sur une des vidéos précédentes avec un certain Alarm, qui me posait des questions sur est-ce que ça va être payant, etc. les formations. Oui, alors je vous en parle sur YouTube. Ce ne sont pas des formations YouTube, c'est-à-dire c'est pas des choses que je vais mettre à disposition, même en payant. C'est quelque chose que je vais mettre sous la forme un peu comme de e-learning, c'est-à-dire qu'il y a du QCM, il y a des exercices, il y a des codes sources de projet, il y a tout un lot de choses, et ce sont des vidéos qui ne sont pas des vidéos à destination du grand public. Je prenais l'exemple justement quand je vais expliquer des livres. Donc j'ai écrit 5 livres sur j'appelais les cahiers d'Unreal Engine. Les 4 premiers sont des livres, on va dire, entre l'introduction et le niveau intermédiaire, hein, entre le tome 1 et le tome 4. Par contre, le tome 5 est d'un niveau un peu plus avancé, ça parle de multijoueur réseau. Eh bien déjà, la cible est beaucoup plus restreinte. Là, je vais faire des formations qui sont encore plus pointilleuses, sur des domaines très particuliers. Donc c'est vrai que c'est pas des formations grand public, c'est pas des choses que vous pouvez mettre sur Udemy en vente entre voilà 10 €, quoi. Je veux dire, c'est pas... Si vous avez 30... S'il y a 30 personnes qui prennent ce genre de formation, c'est déjà bien. Donc c'est vraiment du spécifique. Alors, moi, c'est parce que ce sont des choses que je fais et que j'ai envie de continuer à faire. C'est pour pouvoir faire, moi, de mon côté, moins de prestation de service, m'orienter plus en recherche et développement. Voilà, donc soit je crée des produits et puis je vends ces produits, soit, évidemment, j'explique à une petite... un ensemble de personnes comment j'ai pu le faire, les deux n'étant pas incompatibles. Donc je ne sais pas encore au niveau fixation du prix et autres. Vous voyez, ça dépend, hein, quand vous vous adressez à 1000 personnes, 10 000 personnes, ou si vous adressez à 10 personnes, c'est forcément pas la même démarche, c'est pas le même accompagnement non plus. Donc je sais pas, je vais faire quelques tests, je vais réfléchir à la question, et puis je vous en parlerai un petit peu, mais je vous saoulerai pas avec ça, puisque c'est pas ça n'a rien à voir avec les post café, hein, surtout, c'est ça que je veux vous dire. Même si je vous montrerai un peu le résultat de certains projets, évidemment, pour vous dire, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, mon but c'est pas de vous parler de ça à longueur de temps. D'ailleurs, je vous parle pas de mes bouquins non plus à longueur de temps, j'ai dû en parler 2 ou 3 fois sur plus de 50 vidéos. Voilà, bah écoutez, le temps file, je vous dis à demain pour la prochaine pause café. Bon courage, et puis faites un petit test de Watson si vous ne connaissez pas encore. Allez, ciao.